Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, la balado québécois dédiée à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis au Wolf Bike Park avec Simon Drouin. Bonjour Simon, ça va bien? Ben oui, salut Steve, toi-même? Ça va très bien. Simon, écoute, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Ben oui, certain, avec plaisir. Simon Drouin, je suis un passionné de vélo de montagne depuis toujours. Et puis en ce moment, ma priorité, c'est de le partager avec plein de gens, puis de développer cette passion-là encore plus loin, puis d'en faire une carrière. Ben justement, on parle de carrière. Donc, tu es un entrepreneur, propriétaire du Wolf Bike Park, coach principal et propriétaire de la compagnie Level Up MTB, et trail builder, YouTuber, et j'en passe, je crois. On commençons donc par le Wolf Bike Park. Comment c'est arrivé cette idée-là de construire un bike park dans ta vie? C'est une idée qui a émergé suite à une longue série d'événements. Dans le fond, ça prend sa racine dans l'adolescence, quand on a commencé à découvrir le vélo de montagne avec ma gang d'amis. La fin de semaine, on se retrouvait dans des petits boisés, pas loin de chez des maisons de leurs parents, puis on a commencé à construire des sauts, parce que nous autres, on écoutait les New World Disorder là, en cassette dans le temps. Les années 96, 97, dans ces années-là. C'est ça, mettons, fin primaire, nous autres, là, les Disorders sortaient. Début secondaire, là, on commençait à se rassembler, à vouloir rouler comme ça en freeride, tu sais, puis les infrastructures étaient inexistantes. C'était des sentiers très rustiques de cross-country qu'il y avait, par exemple, à Sherbrooke, au Mont-Bellevue, tu sais, c'était pratiquement des ruisseaux asséchés ou des petits sentiers fait juste par le passage des chevreuils, là, pratiquement, tu sais, puis il y a rien de mal à ça, mais nous autres, c'est pas ça qu'on voulait faire. Nous autres, on voulait pas pédaler, nous autres, on montait à pied, puis on voulait faire des jumps. Ça ressemblait à ça, fait qu'il y en avait pas de jump. Fait que, on les a construits, on a commencé à les faire, puis on a commencé par un premier spot. On a fait nos premiers tests là-dessus, on a fait des toute terre avait rempli avec des télés puis des sécheuses pour essayer d'avoir le matériel. Après ça, on a fait des structures de bois pour faire des drops, des affaires de bois pourri avec des clous rouillés partout, pis c'est chambranlant, pas possible. Fait qu'on a passé des étés à faire ça, puis après ça, on a migré vers un autre endroit, un peu plus élaboré, puis là, on a continué nos tests, on a continué à évoluer. Puis là, tout ça s'organisait un peu autour d'une petite équipe, tu sais, on s'appelait Sherbrooke Freeride. Fait que là, on avait un petit commanditaire, on avait des t-shirts, on avait des DVD qu'on vendait dans le temps. Pour ceux qui vont savoir c'était quoi le forum de DH Racer. C'est là que ça se passait, là. Ah oui, sur DH Racer. DHRacer.com. Oui. Il y avait pas de Facebook dans ce temps-là, d'Instagram, là. Non, c'était le lien de rassemblement pour pas mal tous les amateurs de gravity au niveau du mountain bike là, au Québec, là. Ouais, c'était la communauté était là, c'était l'ancien réseau social, tu sais, il y avait des games de bike là virtuels là, où je me souviens, je filmais dans la rue une affaire, après ça j'en mettais ça là-dessus, puis là, je faisais une game de bike avec un gars que je connaissais pas de Drummondville, puis c'était en tout cas les ancêtres de ce qu'on voit aujourd'hui là, c'était super cool. Fait qu'on vendait nos DVD là-dessus, on faisait des petits teasers qu'on mettait sur YouTube puis tout ça. Puis là autour de cette petite équipe-là, on construisait nos sentiers, on développait notre passion, puis aussi les habiletés connexes en termes de qu'est-ce qu'on veut faire comme vidéo, on recherche de spots, bien sûr construction de sentiers. Puis là on commençait à explorer, on va aller filmer à telle place. Fait que là, ça nous a amené aussi à essayer de voyager un peu, d'aller découvrir tel spot, on a vu telle gang sur DH Racer, là d'avoir des beaux jumps là-bas, là, on partait une fin de semaine, là, on commençait à avoir des permis de conduire, tu sais, 16 ans, 17 ans, puis là on tripait pas mal. Puis tu sais, dans ce moment-là, on n'avait pas accès à des terrains, de la machinerie et tout ça, mais on était déjà dans une démarche où on voulait créer un peu le terrain qu'on voulait rouler. Oui. Tu sais, fait qu'on était dans cette démarche-là. Par rapport à ça, par la suite, on est allé étudier, l'équipe s'est un peu dispersée. Et là, par la bande, avec Alexandre Duquette, mon collègue du Wolf Bike Park actuellement, mais dans ce temps-là, c'était juste un ami du secondaire, finalement, qu'on s'est rassemblé autour d'un projet avec d'autres amis pour créer des camps spécialisés en plein air puis en vélo de montagne à Sherbrooke. Okay. C'est une coopérative qu'on a créée à ce moment-là. Fait qu'on voulait dynamiser la communauté, on voulait se rassembler autour d'un projet puis se créer des emplois sur mesure un peu aussi, tu sais. Ça s'appelait comment, la coopérative? Coop Aventure Bellevue. OK. Devenu un OBNL maintenant, ça l'a extrêmement grossi. C'est rendu gestionnaire d'une base de plein air. J'étais à la co-direction jusqu'à l'année dernière, mais on est rendu qu'on a plus que 30 employés, des étudiants, temps partiel, ça varie été, hiver. On loue
des équipements de location, on donne des services aux écoles, c'est rendu vraiment très reconnu. Ça a eu une très belle croissance, fait que ça a eu une pérennité vraiment intéressante. Mais là, dans le temps, on était à l'université, on finissait nos bacs, on était à peu près en 2011, 2012, puis on démarrait la genèse de ça, c'était Coop Aventure Bellevue. Okay. Fait que là-dedans, on a commencé un peu à toucher à la pédagogie, un peu davantage. Plusieurs de mes collègues étaient en enseignement aussi. Moi, j'ai étudié en travail social à ce moment-là. Fait que le côté, comment intégrer dans la communauté des activités, comment créer de la valeur dans l'offre de services, etc. Après ça, la pédagogie. Puis mon collègue Alexandre, à la fin de son bac, son projet pour finir ses études, il a réussi à obtenir un contrat de créer une petite pomme track en arrière d'une école primaire à Saint-Denis-de-Brompton. Okay. Et là, il m'a demandé de se prêter main forte pour ça. Fait que c'était notre premier contrat officiel. De design officiel, petite pomme track là. Après ça, il y en a eu 2-3 autres comme ça. Fait que tu sais, on commençait à toucher au plaisir de finalement avoir un gros carré de sable, avoir accès à de la machinerie, un petit peu de moyens pour tester plus de choses, réaliser des visions, puis faire des beaux projets. C'est sûr que c'est différent d'avoir son propre lieu, mais on n'avait pas vraiment une vision si claire, sauf un genre de rêve à ce moment-là de pouvoir faire ça. Oui. Fait qu'un peu de fast-forward, là, on a continué à faire nos activités séparément, etc. Moi, j'ai commencé à coacher, j'ai fait mon PMBI, là, on est rendu en 2016, je fais mon PMBI, puis il y a des gens qui me demandent « Hey Simon, est-ce que tu pourrais me donner des cours de bike? » J'avais déjà bâti une certaine réputation comme cycliste, j'avais continué à faire de la vidéo, de la photo, et puis j'avais des commanditaires qui me demandaient de faire des clips vidéo puis tout ça, puis de les publier. Fait que les gens me voyaient comme un rider. Fait que j'avais une certaine crédibilité par rapport à mes habiletés. Puis là, quand j'ai eu la demande pour coacher avec mon cours, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai fait une petite annonce sur Facebook. Puis rapidement, quand même, j'ai vu un engouement. Fait que là, ça, c'est l'automne 2016, je pense, ou l'automne 2017. Fait que là, en ayant vu ça, puis là, j'ai testé ça un petit peu, j'ai vu que j'aimais vraiment ça. Pendant l'hiver, j'ai monté un site web, j'ai monté une page Facebook. Puis là, j'ai commencé à prendre des réservations. Et puis, ça a été vraiment surprenant. Il y a eu une belle réponse. Fait que là, j'avais spoté des endroits, exemple, en Saguenay, 4 jours. Après ça, j'allais à Vallée-Brosse-Nord, 4 jours. Après ça, j'allais à Trois-Rivières. Fait que là, je me prévoyais des road trips. Puis là, je prenais des réservations. Puis là, j'ai fait mon nom comme ça un peu partout au Québec pendant 2 années où est-ce que je coachais finalement temps plein pas mal dans ces années-là. Fait que là, de ce côté-là, je voyais l'intérêt des gens pour les sauts. OK. Puis je voyais aussi la défaillance des infrastructures disponibles. Fait que je m'arrangeais avec ce qu'on avait. Dans ce temps-là, on s'entend, c'était moins intéressant qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui était disponible. Mais je constatais les limites. Puis dans cette période-là, j'ai aussi voyagé pas mal. J'étais allé en Indonésie, à Bali, faire un stage pour un bike park là-bas. Fait que j'ai coaché un peu là-bas, j'ai fait des réseaux sociaux là-bas, j'ai vu des modèles d'affaires. Après ça, je suis aussi allé dans l'Ouest canadien, puis dans l'Ouest américain. Fait que là, j'ai roulé les spots de freeride, par exemple au Utah, où les gens s'entraînent pour le Rampage. J'étais allé rouler sur la côte ouest canadienne, à Coast Gravity Park, qui est une grande inspiration pour le trail building. C'est un endroit un peu artisanal, c'est-à-dire c'est pas fait par une grande compagnie, c'est fait par des gens du coin, ceux qui ont entre autres bâti tous les segments de vidéo qu'on voit de Brandon Semenuk. Oui. Un des gens qui a été très impliqué là-dedans, qui est dans l'équipe de ce parc-là, et ont tous fait des développements comme ça en termes de trail building, puis ces gars-là ont ouvert un parc. J'ai eu la chance de découvrir ce parc-là avec ces gars-là et de voir leur processus de construction de sentiers, mettons, pour des vidéos shoots, puis de tester, puis de parler un peu des concepts qu'il y avait derrière ça. Une belle école. Fait que vraiment intéressant. Puis dans ce contexte-là, ben là, j'ai vu à quel point que les sauts n'étaient pas tous faits égaux. C'est-à-dire que des fois, tu arrives à une place, tu as l'impression que tu frôles la mort à chaque jump, puis que tout est difficile puis dangereux. Puis après ça, tu arrives ailleurs, la rampe est grande, la vitesse est élevée, le airtime est long, mais t'es en confiance, c'est facile d'être détendu, c'est intuitif, c'est le fun, t'as le goût de bouger ton vélo dans les airs. Fait que tu sais, déjà que je sentais qu'il y en avait un petit manque en termes d'infrastructure, d'aller voir des
des sommités mondiales en termes de airtime, de saut, puis de rouler ça avec les personnes qui les ont construits, entre autres. Ça m'a permis de vraiment valider finalement le besoin pour ça au Québec. D'un, mon besoin personnel de rouler ça, et le besoin pour répondre aux demandes des gens d'apprendre les sauts, entre autres. Ouais. Fait que là, ça s'est un peu consolidé, puis là, j'ai reparlé avec mon collègue Alexandre, puis là, on s'est dit, bon, OK, on essaye, on cherche un terrain. Puis là, on commençait à regarder les terrains, acheter quelque chose, tu sais, mais c'est pas facile, ça coûte vraiment cher, on n'avait pas vraiment d'argent. Puis à un certain moment, ben là, il y a eu Alexandre Béchard, en fait, qui est un gars que j'avais rencontré à l'université, qui a dit, hey, j'aime vraiment ça, comment tu parles de l'enseignement du vélo, parce que là, je postais des choses sur mon Facebook par rapport à Level Up, là, ça commençait il y a quelques années que ça roulait, ça se développait un petit peu. Au début, ça s'appelait juste Coach Simon, la page Facebook. Après ça, c'est devenu Level Up MTB. Okay. Puis là, ça grandissait. Puis là, je parlais de ma démarche un peu sur ma page. Puis lui a dit, hey, j'aime la vision que t'as, j'ai un terrain, et j'aimerais ça pouvoir partager ça avec la communauté pour un projet de BMX. J'étais comme, OK, BMX, clairement, lui, c'est pas un rider, mais c'est un gars de planche à neige plus, mais il a la vision, il a le feeling. Mansonville, c'est un peu loin, mais là, je peux pas aller voir, tu sais. Okay. Fait que je voyais sur Google Maps que ça avait l'air de pas grand-chose, tu sais, il y a les lignes topographiques étaient pas très démarquées, je voyais que c'était pas une montagne trop. Mais regarde, on va y aller. J'ai débarqué là une journée de pluie, puis en voyant la forêt, j'ai vu le potentiel, parce que, tu sais, créer des belles pistes de saut, avec probablement un coût qui va être possible à gérer, ça prend un terrain qui s'y prête bien. Tu sais, quand tu commences à te battre contre de la roche, puis il y a pas de terre, puis des pentes trop à pic, tu vas dilapider des moyens de manière tellement rapide, puis tellement travailler beaucoup, nous, on pouvait pas se permettre ça, on pouvait pas faire ça. Alors que dans cette érablière-là, ici, on a vu que le terrain, il nous parlait, là, tu sais, le terrain, il était prêt à accueillir des vélos, puis des bosses de terre, là, tu sais. Fait que c'était là où jamais, entre guillemets, qu'on pouvait réaliser un projet de la sorte. Fait qu'on a eu la possibilité en fait, on a pris l'opportunité de faire une campagne de socio-financement. Okay. Fait qu'avec le côté YouTube, moi j'avais une chaîne YouTube déjà que je développais avec Level Up et personnel, qui avait un certain engouement autour de ça. Et avec aussi le réseau de contacts que Alexandre avait développé dans son réseau avec un peu de contrat de trail building, avec son côté enseignant. Moi, j'avais établi des liens avec la communauté de vélo de montagne partout au Québec, parce que ça faisait déjà quand même 3 ans que je roulais ma bosse à tous les coins, puis j'avais eu des centaines et des centaines de clients déjà qui avaient été en général satisfaits de leur service. Et là, on est embarqué dans ce projet-là et on a fait une série pour documenter la préparation et l'accomplissement des premiers travaux. Et en parallèle avec ça, on avait une page Indiegogo où est-ce qu'on offrait la possibilité aux gens de contribuer au projet. Okay. Donc, on avait, exemple, pour tant de dollars, ça faisait 10 mètres de trail, mettons. Après ça, pour 300 $, ça faisait un tabletop intermédiaire, mettons, un tabletop bleu. Puis là, il y avait des gradations comme ça. Puis là, mettons, quand tu prenais un forfait plus élevé, il y avait un t-shirt qui venait avec ça. C'était une business qui donnait ça. On shout-out l'entreprise dans la vidéo. Fait que ça a quand même vraiment bien fonctionné. Tu sais, moi, j'ai sollicité tous les réseaux de contacts que j'avais dans mes emails avec de Level Up. Ouais. Puis ces gens-là, ils ont fait, tabarouette, je voulais apprendre les jumps, justement, puis on n'avait pas trop de terrain, etc. Fait que les gens, ça les a bien motivés. On a eu un super de bel engouement, fait qu'on était capable de payer la machinerie en bonne partie avec le socio-financement comme ça, ce qui nous a permis de réaliser ce projet-là pas mal plus facilement, puis de le mettre sur pied sans trop s'endetter. Là, parce que je trouve intéressant ici, Wolf Bike Park, c'est que, bon, tantôt tu l'as mentionné, quand tu regardais les cartes, les courbes de niveau n'étaient pas tellement impressionnantes parce que c'est pas haut, là, c'est une petite colline, là, c'est, en tout cas, peut-être un ensemble de collines, peut-être, là. Mais c'est ça, donc il n'y a pas un gros dénivelé, mais vous avez réussi à remplir ça intelligemment de sentiers, puis pour tous les niveaux, là, dans le fond, vous avez, je pense, moi, ma perception, c'est qu'il y a vraiment une idée d'apporter des infrastructures pour permettre les gens de se développer,
pour en arriver à faire des choses de plus en plus avancées, des obstacles de plus en plus avancés. Mais on trouve vraiment de tout ici, là. Tu sais, il y a des pistes bleues jusqu'au méga saut, là, au Pro Line, puis tu sais, du stock vraiment impressionnant. Puis en plus de ça, là, aujourd'hui, c'est un bel exemple, là, parce que là, on enregistre ça au mois de juin. Pendant la canicule, il fait extrêmement chaud. On dit, il fait peut-être 39 degrés, là. Là, on est à l'ombre, on est bien. Mais on peut laper ici, là, sans trop se fatiguer, là. Puis, au risque de me répéter déjà, tu sais, je trouve que c'est le ratio plaisir versus souffrance, là, il est vraiment positif ici. On peut facilement monter sans s'écœurer, là. C'est arrivé comment, votre inspiration? Comment vous avez fait pour arriver avec cette idée-là de dire on va designer ça dans ces petits espaces-là? Ouais, ben c'est sûr qu'on était dans une optique d'optimisation aussi. Un des éléments quand même qu'on avait compris dans le passé, c'était que ça prend pas nécessairement un énorme terrain ou des énormes dénivelés pour faire de quoi de le fun en vélo. Mm-hmm. On avait fait le SF Park. Le SF Park, c'est un petit peu l'espèce d'embryon de tout ça. Okay. C'est un espace collectif avec différentes lignes de différents styles qu'on a expérimenté, puis c'est une érablière aussi, fait qu'on savait le type de terre qu'on retrouve là-dedans. Et on avait vu quand même que dans un bon choix de tracé, dans une densité d'obstacles aussi, on pouvait avoir des belles rides le fun dans un petit espace. Mm-hmm. Et ce que ça permet, ça aussi, c'est une espèce d'ambiance de session. Ouais, hein. Fait que quand t'as un petit espace comme ça, tu vois les gens descendre. Tu vois tes amis rouler. Tu fais aussi de la répétition sur des setups similaires. Fait que t'apprends la trail comme il faut. Puis là, t'es capable de modifier ton comportement sur le bike, sur la trail. Fait que t'apprends à mieux rouler plutôt que de toujours être en train d'apprendre la trail comme telle. Ouais. Ce qui est super le fun, tu sais. Sauf que pour la progression, c'est vraiment intéressant d'être capable d'isoler tes mouvements puis ce que tu fais en connaissant le sentier. Puis là, ben aussi l'ambiance de groupe. Fait qu'on savait qu'il y avait de quoi d'intéressant. Puis au niveau de la hauteur, ben là, ça s'est encore plus confirmé avec cette expérience-là, mais on n'est pas en ski. Tu sais, un vélo, là, une fois que ça a une vitesse, ça prend pas une grande pente pour la garder, la vitesse. Mm-hmm. Puis pour faire des sauts pour que ce soit le fun, ben tu veux pas avoir à freiner. Puis souvent, c'est ça qui fait une mauvaise expérience de saut, c'est qu'il y a souvent trop de vitesse. Faut freiner, la trail, elle devient endommagée. Fait que c'était le focus d'essayer de trouver, finalement, des tracés qui permettent pas de frein, pas de pédalage. Ouais. Fait que le sentier de lui-même soit intuitif par rapport autant aux trajectoires que par rapport à la vitesse que ça prend pour faire les features. Fait que ça a été un élément clé de tout ça. Puis après ça, en tricotant là-dedans, trouvant des beaux tracés, puis en faisant des sentiers qui sont denses, ben on se retrouve avec, finalement, là, on a à peu près 27 mètres de vertical ici. Là. Fait qu'il y a une centaine de pieds. OK. Centaine de pieds de vertical. Ce qui est pas beaucoup, là. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, on a quand même des descentes de 1 minute Mm-hmm. pendant laquelle il y a pas un instant où ce que tu regardes l'écureuil ou tu te demandes ce qui se passe. Là, t'es en action. Tu t'ennuies pas, là. T'es un feature à l'autre, puis tu vis une belle ride. Puis même par rapport à ce petit dénivelé-là, notre parc est séparé en sections. Fait que tout ce 27 mètres-là est pratiquement divisé en 10 mètres que tu peux laper par section. Fait que là, ben, tu peux encore plus isoler des habiletés puis développer ta progression. Fait que c'est un peu ça la réflexion derrière. Et ça, aller chercher, justement, tu parlais de ratio souffrance-plaisir. Ben, dans le flow, par rapport à la conservation d'énergie, chaque freinage, dans le fond, c'est de l'énergie que tu as poussée avec tes quads que tu dissipes en chaleur. Mm-hmm. Alors que si t'es capable d'avoir un sentier que t'as pas besoin de freiner, ben toute l'énergie que t'as poussée avec tes jambes, tu l'as en mouvement. Tu l'as à jouer avec le bike. Après ça, j'adore le riding technique, puis le freinage fait partie de ça. Mais dans une piste de flow, tu veux que toute l'énergie que t'as mis, ben tu la libères. Puis tu sais, dans le flow, on veut de la détente. Du freinage, c'est de la tension, tu sais. Alors que là, on peut libérer ça, profiter de la ride, puis c'est vraiment là la vision par rapport au flow là, pour nous autres. Là, si on revient, par exemple, à Level Up MTB, tu sais, j'imagine que, tu me diras si je me trompe, là, mais une des demandes que vous devez recevoir énormément de la part des gens qui s'inscrivent pour prendre des cours, c'est « Je veux développer mes habiletés dans les virages, je veux développer mes habiletés dans les sauts. » Fait que, je me trompe-tu ou c'est... Il y a souvent, c'est souvent, ça ressemble à ça. Les drops aussi. Les drops, oui. Aussi. Ça fait que, là, ici, t'as tout ça pour...
à portée de la main. C'est facile. Puis pour avoir fait l'expérience personnellement, d'avoir pris des cours ici, d'avoir observé aussi ce matin, je suis arrivé, je t'ai regardé avec tu donnais un cours à un client. Tu sais, vous commencez au bas à s'assurer que les gens maîtrisent bien leur position sur le vélo, faire les virages, les berms, tout ça, puis tranquillement, progressivement, monter dans le centre, dans la montagne, comme tu disais, de 10 mètres en 10 mètres, puis pour aller vers les types d'obstacles que les gens veulent travailler, là. Ouais, clairement. Puis tu sais, ces services-là, c'est 100% sur mesure. Fait que tu sais, on accueille la personne. Après ça, on prend des données pendant l'échauffement pour voir, cette personne-là, c'est quoi le bagage qu'elle a déjà, tu sais. Puis après ça, on design finalement une séance pour optimiser l'atteinte de ses objectifs par rapport à ce qu'on voit. Fait que c'est quoi qui va être le plus intéressant pour cette personne-là. Des fois, c'est sûr, pour cadrer les attentes, là, quelqu'un veut apprendre à jumper, mais on suggère des fois de consolider d'autres éléments, tu sais, puis on sautera une autre fois, ça arrive quand même de temps en temps. Mais souvent, surtout avec les infrastructures ici au Wolf Bike Park, on est capable d'accommoder assez bien les demandes parce que, exemple, le plateau de pratique de saut, il est fait pour que les risques soient limités au maximum. Puis aussi, dans le développement de l'enseignement, on a des protocoles, justement, pour guider le client dans une exploration à faible risque de certaines habiletés. Fait qu'on travaille comme ça. Ah là, c'est ça. Puis, bon, si on revient à la construction, au développement là, du projet, ça serait quoi les défis majeurs que vous avez rencontrés? Un défi, c'est un petit peu administratif, mais c'est au niveau du zonage agricole. Donc, c'est pas un zonage commercial ici. Donc, c'est des permissions de 5 ans qui doivent être renouvelées. Donc, c'est des demandes d'utilisation autre qu'agricole. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu lourd comme dossier, mais on a eu la permission puis on va être renouvelé éventuellement. Fait que ça, clairement, c'est un défi. Après ça, il y a le côté que c'est une location. Ça a été à la fois une opportunité et un défi, c'est-à-dire qu'on loue le terrain ici. Fait que c'est sûr qu'en termes de long terme, ça nous expose une certaine précarité. Ouais. Mais en termes d'accomplir le projet dans des délais raisonnables, où est-ce qu'on en est dans nos vies, ça permet de ne pas nécessiter des investissements massifs et autant de levée de fonds. Fait que ça nous a permis d'enclencher le projet rapidement puis efficacement. Après ça nous expose une certaine précarité. Sinon, c'est sûr que au Wolf Bike Park ici, si vous écoutez le podcast, venez tester les sentiers, parlez-en autour de vous si vous aimez ça. À date, le monde qui vient sont pas mal contents. Absolument. Fait que je suis pas stressé, mais c'est un petit peu en dehors de la route populaire, c'est-à-dire que tu te ramasses pas devant le Wolf par hasard. Il faut que tu y ailles. C'est pas loin, là, on est comme à 40 minutes de Bromont, 40 minutes de Sherbrooke, une demi-heure de Sutton, tu sais, fait que ça s'intègre dans un road trip aux États-Unis, par exemple, ou un road trip en Estrie. C'est facile, mais tu vas pas passer par là. C'est un petit centre, fait que les sessions libres, ouvrir pour le public, c'est un petit peu un défi parce que on a de la patrouille sur place tout le temps, ce qui est super intéressant pour la sécurité. Mais ça, c'est des ressources qui coûtent quelque chose, dans le fond, là. Fait que des fois, quand on n'a pas de visiteurs, c'est sûr que ça se peut qu'on perde de l'argent en ouvrant, tu sais, une journée, puis ça arrive de temps en temps, puis ça, c'est pas optimal. Ça donne un défi parce qu'après ça, non seulement faut payer la ressource, mais les assurances, il y a l'entretien, il y a 1000 affaires, le marketing, les hébergements web, 1000 affaires. Fait que normalement, ces activités-là devraient aider tous les coûts fixes, tu sais. Fait que des fois, quand on est en dessous du coût de la ressource sur le terrain, c'est un petit peu rough, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là d'avoir une infrastructure à entretenir, puis une infrastructure physique, que ça donne ses défis avec le lieu. Fait que autant finalement que on réussit à faire fonctionner ça pour l'instant, mais on n'est pas contre que vous venez rider, venez-vous-en. Absolument. Puis les gens qui veulent venir rider, comment ça fonctionne? On se présente sur place ici ou ça prend une inscription à l'avance? Un billet acheté en ligne, ça va être le mieux parce que justement, pour préserver l'expérience, on a un nombre limite de personnes par jour. OK. Maximum. Parce que le centre est relativement petit, puis s'il y avait trop de monde un beau samedi de juillet, ça pourrait incapaciter un petit peu l'expérience de certaines personnes. Fait que on limite le nombre de billets. Fait que c'est très rarement sold out, là, il y a quand même assez de place, mais on prend le billet avant de venir, comme ça vous êtes certain aussi que le billet, que le centre va être ouvert, là, parce qu'on est ouvert du jeudi au dimanche. Il peut y avoir des exceptions quand même, fait que c'est de valider en ligne par rapport à ça, puis sinon juste se présenter puis rider.
c'est ça. Par contre, il y a aussi la météo là, qui peut influencer. Vous êtes peut-être, il y a peut-être des sections qui seraient peut-être fermées, dépendamment s'il y a de la pluie ou quoi. Ouais, puis comme c'est un centre de saut, tu sais, on n'est pas dans les grosses racines, dans le technique et tout ça. À un moment donné, quand c'est glissant, ça peut devenir dangereux assez vite. Mm-hmm. Fait que des fois, on va juste fermer le centre là, quand il annonce trop de pluie. Puis après ça, c'est pas compliqué. Le billet est replanifiable. Fait que votre billet il reste en banque, vous le reprenez pour une autre fois, puis c'est pas un problème. Mais c'est sûr que les conditions vont pouvoir potentiellement mener à la fermeture du centre, là, comme partout dans le fond. Bon, là, on parle du Wolf Bike Park. C'est un centre. On parle de ton expérience de trail building. Là, ça m'amène plein de questions parce que, bon, ici dans la région aussi, tu as travaillé ailleurs, en plus de ce que tu as raconté. Il y a aussi le Mont Attelé où vous avez eu une expérience il y a pas assez récente là, de construire des trails là. Comment ça s'est arrivé, ce projet-là? Ben, depuis qu'on a commencé à faire le Wolf Bike Park, il y a plusieurs personnes qui ont apprécié le style d'infrastructure qu'on met en place. Mm-hmm. Tu sais, l'espèce de sensation justement de faciliter un peu des sauts. Tu sais, on a une couple de concepts qui nous ont amené à être capable de reproduire cette espèce de sensation-là que hey, c'est donc le fun de jumper, il me semble que je suis pas stressé quand je fais des jumps là, tu sais. Alors que l'expérience de frôler la mort des fois qu'on peut vivre, tu sais. Fait que on a des gens de la communauté quand il y a eu le projet au Mont Attelé qui est apparu récemment, ben ils ont voulu créer des lignes de saut, des lignes de progression, puis là ben naturellement nous c'est des gens de notre entourage entre autres aussi, fait que ils ont fait appel à nous via l'OBNL Sentier VMC pour finalement qu'on embarque sur l'équipe de Sentier VMC pour créer certaines sections clés qui voulaient qu'il y ait une signature un petit peu Wolf Bike Park. OK. Puis bon, fait que ça, c'est encore un bel endroit à aller visiter. On en a parlé tout à l'heure. Fait que ce que je comprends, c'est comme il y a une partie en haut de la montagne qui est un petit peu comme un Wolf Bike Park aussi, là, qui est là, avec des lignes de saut, des virages inclinés, puis qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme type de sentier là-bas? Ouais, ben, c'est l'espèce de sommet. La montagne est assez abrupte, tu sais. Fait que là, on parlait tantôt du ratio plaisir, canicule, souffrance, tu sais. Ben, une fois que tu t'es rendu en haut du Mont Attelé, qui est relativement à pic, mais c'est pas très haut, c'est environ 110 mètres de vertical, mais il y a quand même un bon pitch, tu sais. Mais sur le sommet, qui est comme plus convexe, un petit peu, tu sais, juste une petite bulle au sommet, ben là, sur le premier, mettons, 15 mètres de vertical, 15-20 mètres, on a des petits bouts de lap. Fait qu'on a une petite trail bleue, enchaînement de virages, de sauts, tabletop, des rollers, un peu de racines peut-être ici et là. Après ça, on a la griffe du loup, qui est une série de 3 très gros tabletop. On parle de rampes d'environ 8 pieds de haut en termes de hauteur de kicker. Mm-hmm. Puis une vingtaine de pieds de long en termes de tabletop. Fait que si tu combines les deux avec l'angle de sortie, ça fait un gros airtime. Puis 3 de suite. Fait que c'est quand même une offre qui est assez unique. Puis là, on a fait la petite griffe à côté, qui est un enchaînement de 4-5 jumps de 12 à 15 pieds. Encore avec une certaine hauteur quand même de rampe, un certain angle de sortie. Fait que c'est encore on peut profiter du temps dans les airs par rapport à ça. Fait qu'il y a ça au sommet. Ça slap encore là, un peu comme on parlait au Wolf, que c'est facile, tu donnes quelques coups de pédale, t'es revenu en haut. Puis après ça, ben, il y a des lignes qui vont de haut jusqu'en bas. 2 lignes plus type bike park et 2 lignes plus naturelles, techniques, une noire, une double noire, puis une autre double noire qui est en construction, un peu un mix avec des features de drop, de saut et du technique. Fait que c'est assez intéressant parce que c'est rendu rare de nos jours des sections naturelles. Ouais. Tu sais, où ce que finalement c'est le fond de la forêt, c'est juste ça a été fait à la main, il y a encore des racines partout, il y a du loam. Puis ça, ben il y a 2 pistes comme ça là-bas, fait que c'est quand même un petit cachet qui se distingue, là. Intéressant, qu'on voit de moins de nos jours. Ça revient, je dirais, peut-être pas à la mode, là, mais il y a une demande là, qui commence à réapparaître là, à ce niveau-là. Là. Ouais, c'est le fun, la variété. Ben oui, absolument. Écoute, Simon, là, je sais que, tu sais, pour t'avoir vu en masse, t'avoir suivi pendant des années sur YouTube, t'es un super de bon rider, puis t'es un amateur de airtime, puis de gros sauts, puis là, mais avec tout ton travail de coaching, puis ici avec la Wolf Bike Park et puis le trail building, t'as-tu le temps de rouler pour toi encore aujourd'hui? Ben c'est une très bonne question ça, Steve. Puis en effet, c'est un enjeu de la professionnalisation de peu importe sa passion, je pense là. Tu sais, je pense que comme quand on aime ce qu'on fait, en fait, quand on aime quelque chose, on essaie de le faire professionnellement. Ben là, la magie a le potentiel d'être plus rare peut-être. Tu
sais. Puis là, c'est un enjeu de la maintenir en vie, mais c'est-à-dire que moi, je le vis bien, mais je l'apprends d'une année à l'autre. C'est-à-dire que je le vois maintenant, mon année un peu par période. Mhm. Il y a des moments pendant lesquels je dois sacrifier ma propre pratique, entre guillemets, pour me concentrer sur le travail, puis l'énergie que je mets en vélo, je la mets pour travailler surtout. Comme là, la période actuellement, le début juin, tu sais, de comme début mai à fin juin, je mets l'énergie surtout pour le travail. Ensuite de ça, ben, tout le côté coaching, ça ralentit un petit peu avec l'automne. Ouais. Le mois de septembre, c'est un mois merveilleux. Fait qu'en septembre, si je veux rider 7 jours de suite, pour moi, j'ai la possibilité de le faire parce que ben je suis mon propre employeur dans le fond. Puis à un moment donné, j'ai travaillé 7 jours sur 7 là, pendant le reste de l'été, normalement, là, pas mal. Fait qu'après ça, ben j'ai le loisir de faire ça. Et l'hiver, je voyage. Et je suis allé au Portugal, à Madère. J'ai fait un gros road trip avec ma copine il y a quelques années, l'Ouest américain, l'Ouest canadien. J'étais allé en Nouvelle-Zélande. Je suis allé à Bali faire du vélo de montagne pendant 50 jours. Ben, ça fait longtemps, c'était avant que j'aie ma carrière en vélo de montagne. Mais bref, pendant l'hiver, je voyage pour le vélo aussi, entre autres. J'allais au Mexique il y a 2-3 ans aussi, à Oaxaca. Très belle expérience de vélo de montagne aussi. Fait que je vis par période un petit peu, on va dire. Puis comme ça, je reste passionné, puis je reste à aimer le vélo pour moi parce que ben c'est important, là, tu sais. Oui, ça absolument. fait partie de mon identité. Puis, faut pas s'oublier. Puis là, tu as mentionné la Nouvelle-Zélande. Ben justement, c'est cet hiver là, que tu as sorti une série de vidéos justement là-dessus sur votre voyage, toi puis ta copine. Puis là, il y a une portion de ce voyage-là où tu t'es mis à construire des trails. Comment ça s'est produit, ça? Comment c'est arrivé? Ben, bonne question. En fait, ça fait longtemps que Rebecca et moi, on voulait aller en Nouvelle-Zélande, expérimenter ça. Là, on n'a pas encore d'enfants, fait que c'est plus simple dans ce temps-là de faire un voyage de ce type-là, tu sais, à l'autre bout du monde pour faire du vélo. J'imagine qu'avec une jeune famille, ça doit pas être très facile. Puis fait qu'on s'est dit qu'on voulait en profiter. C'était supposé être un plan de COVID, hein. Comme bien du monde, les plans de COVID, en fait, c'était un plan, pas de COVID, mais un plan qu'on aurait fait pendant qu'effectivement il y a eu la COVID. Oui. Puis là, finalement, après ça, ben, c'était la job. Puis là, le contexte est différent. Puis on avait comme décidé un peu d'oublier ça. Mais finalement, Rebecca a combiné toutes ses vacances de l'année, plus ses vacances de Noël, plus du temps accumulé pour qu'on puisse partir un mois. Fait qu'elle, le 15 janvier, elle avait plus de vacances pour l'année. Mais moi, je me suis dit, ben, tant qu'à être à l'autre bout du monde puis pas avoir de vacances comptées, j'aimerais bien ça rester, tu sais. Puis là-bas, l'industrie du vélo de montagne est développée. C'est super dynamique. Plein d'infrastructures incroyables. Oui, hein. Fait que je me suis dit, ben, moi, j'ai quelque chose à contribuer. Puis j'aimerais ça échanger là-bas avec la communauté, avec d'autres professionnels. Et en même temps, allonger mon voyage à faible coût. Parce que tant qu'être rendu là-bas déjà. Fait que j'ai envoyé une petite offre de service à différentes compagnies là-bas, c'est-à-dire avec les propositions de valeur que je peux apporter à une compagnie comme ça. Fait que finalement, je peux offrir du coaching, bien entendu. Je peux offrir de la production de contenu. Je peux offrir aussi du trail building. Fait que j'ai approché quelques compagnies avec ça, puis j'ai eu une réponse positive à Nelson d'une compagnie qui fait un peu tout ça. C'est ils ont des shuttles, ça s'appelle Gravity Nelson, tu peux aller le voir sur Instagram, c'est super cool. Ils ont des shuttles, un magasin de vélo, un parc d'habileté et du coaching / guidage, entre autres dans leur parc d'habileté et dans la région complète. OK. Cool. Ça fait que, bon, un échange de services, puis les vidéos de cette période-là de ton voyage sont super intéressantes là, parce que c'est quelque chose d'assez big là, que tu construis là-bas avec la pelle puis tout là, c'est vraiment trippant à voir. Puis tu sais, puis moi c'est sûr que ça m'amène une foule de questions quand je regarde ça puis je me dis OK, mais comment il fait pour construire des gros sauts comme ça, pour calculer la vitesse? C'est quoi les facteurs qui fait que tu mets en place, que tu calcules dans ta tête ou je sais pas comment ça fonctionne pour arriver à construire quelque chose qui est intuitif, comme tu disais tout à l'heure, et sécuritaire et qui va bien à cet endroit-là dans la montagne, là? Ouais, en effet, ben tu sais, c'est beaucoup de l'expérience. Après ça, on est dans une démarche en ce moment de consolider en termes de données vérifiables des éléments comme ça. On en a déjà plusieurs qu'on utilise. Mais c'est clairement en bonne partie de l'expérience. Puis c'est aussi de prévoir les marges d'erreur. Il y a beaucoup de ça aussi. Fait que c'est de dire, OK, ben là, avec ce que je vois là, avec ce que j'ai comme objectif, comment est-ce que je fais pour avoir l'opportunité de valider ce que je fais un peu en temps réel et de pouvoir l'ajuster puis le peaufiner sans
dilapider des ressources, c'est-à-dire à faire les choses en double, en triple ou à perdre son temps. Non, c'est Fait que ça. c'est quand même ça en bonne partie. Mais sinon, c'est en effet, c'est des calculs de dénivelé, dans le fond, par rapport à des longueurs de saut. Fait que, tu sais, on se base sur qu'est-ce qu'on connaît, on se base sur des données qu'on a déjà entre les mains, puis après ça, ben, on fait des petits comparatifs pour dire, ben, OK, voici, je sais que ce setup-là fonctionne bien, il y a tant de dénivelé vertical, on parle d'un saut de telle grosseur, ici, qu'est-ce que je vise? Je vise ça, c'est quoi mon terrain, c'est quoi mon dénivelé, c'est quoi le type de saut que je veux. Fait qu'on a on a une espèce de zone, là, tu sais, qu'on délimite. Puis après ça, c'est de trouver des stratégies d'adaptation avant qu'il soit trop tard. Fait que de faire des tests, finalement. Fait qu'on prévoit les étapes de construction pour pouvoir tester les choses dans un ordre qui fait qu'après ça, on est capable de poursuivre la construction sans avoir à revenir en arrière ou refaire des choses qui ont déjà été faites, tu sais. Fait que c'est pas tellement de l'essai-erreur, c'est de l'expérience là, qui fait que t'es capable de construire comme ça. Ouais, c'est ça, c'est de l'expérience. Puis après ça, au niveau du essai-erreur, mais en fait, c'est d'accepter aussi que pour qu'un setup de saut soit satisfaisant, il y a quand même la pensée que faut rester ouvert à devoir peaufiner. Ouais. Parce que c'est tellement précis, puis la manière que le terrain va réagir avec les passages, avec l'hiver par exemple, avec le type de surface de roulement qu'il y a à cet endroit-là, ça va modifier quand même certaines choses. Fait que c'est pas normal de dire surtout un enchaînement, une piste avec 20 sauts dessus là. Ben c'est ça aussi des fois qui limite la qualité des infrastructures qu'on a, c'est qu'exemple si un contracteur se présente puis enchaîne 20 sauts de suite, il va peut-être avoir les meilleurs calculs, mais l'enchaînement, la logique, la fluidité entre les sauts, les shapes, etc., souvent, il faut que la piste mûrisse. Et après ça, il faut revenir certains éléments parce que c'est pas réaliste de tomber en plein dans le bullseye sur quelque chose d'aussi précis que ça. À 20 sauts, je comprends. Parce que, comme tu disais, si tu veux, en plus de ça, utiliser le freinage le moins possible, tu veux que ça demeure sécuritaire. Parce que là, des gros sauts comme ça, faut que tu sois précis parce que tu veux pas que les gens parce que c'est sec ou parce que c'est ils overjump et qu'ils se blessent ou que parce qu'une journée c'est un peu plus humide, ben ils caissent puis qu'ils se blessent non plus. Ouais. Là. Ouais, c'est ça, il y a quand même une précision, puis après ça, c'est aussi une cohérence entre c'est quoi l'angle de sortie du saut, c'est quoi l'angle de l'atterrissage, parce qu'il va y avoir une espèce de sweet spot où est-ce que finalement une variation de vitesse, comme va être finalement immanquable, qu'il va en avoir à un moment ou à un autre, selon les conditions, selon les PSI que le rider a, selon le comportement du rider, tu sais. Fait que il y a quand même des espèces de cohérence entre les angles de sortie et les angles d'atterrissage qui vont venir finalement donner plus de marge d'erreur sécuritaire. Alors que d'autres sauts, par exemple, une mini-erreur va causer un grand risque. Tu sais? Wow, OK. C'est super, super intéressant. Je trouve ça fascinant de voir là, comment est-ce que vous arrivez là, à faire ces trucs-là. Là. Puis, comment est-ce que vous avez abordé la durabilité environnementale lors de la construction du parc ici? Avez-vous abordé ce sujet-là? Ben oui, assurément. Tu sais, les beaux érables qu'on a ici, on veut les préserver. Le propriétaire Alexandre Béchard, lui, il a le projet de faire une érablière ici. Fait que c'est très précieux, les érables matures sur le terrain. Fait que ça a été de finalement designer des sentiers qui respectaient cette richesse environnementale-là, ce potentiel agricole-là aussi. Après ça, c'est d'avoir une bonne gestion des eaux, là, d'essayer de bien rediriger les courants, etc. Puis dans le champ en bas, ça c'est un petit peu plus simple en fait, c'est que c'était relativement pauvre comme qualité de sol déjà, puis après ça on n'a rien importé, rien exporté. C'est pas une mine ni rien. Je sais que ça au niveau de la CPTAQ, la Commission de protection des terrains agricoles, le côté exportation, importation de matériel, c'est quelque chose de sensible parce que quand t'amènes d'autres types de sol, là, ça vient d'ailleurs. Au niveau des écosystèmes, c'est plus compliqué. Sortir du matériel aussi, ça appauvrit le sol énormément. D'autres, on a juste réorganisé le matériel. On a fait des tas de terre avec la terre qu'il y avait déjà là. Fait que ça, au niveau environnemental, quand même, ça donne un coup de main. Là. Et puis, au niveau du futur pour le bike park, ça serait quoi vos plans pour l'avenir? C'est une bonne question. En fait, le plan pour l'avenir, là, ça va être de répéter un autre 5 ans avec la commission agricole, puis on aimerait bien ça, avoir une zone de développement
de tech aussi, parce que là, on est tout équipé pour le flow. Mhm. Mais on a une portion du terrain qui se prêterait au développement d'habiletés techniques dans du très à pic, entre autres. La roche de la racine. Lomi, roche, racine, potentiellement grosse drop, des shoots un peu à la Squamish-ish à suivre. Fait que dépendamment de plusieurs alignements d'étoiles sur lesquels j'ai pas main mise directement, là, ce serait quelque chose qui nous intéresserait. Sinon, on travaille en collaboration avec Sentier de l'Est, qui est une compagnie de construction de sentiers un peu partout au Québec. Oui. Et on travaille avec eux pour ce qui est d'offrir un service de construction d'infrastructures spécialisées en progression. OK. Fait qu'un peu le côté qu'on développe beaucoup, d'aller finalement offrir ça à d'autres communautés. Exporter ça, là. Exporter ça. On a commencé à le faire un petit peu. On l'a fait à Thetford Mines récemment. Oui. Puis on a une belle réponse de la communauté. Nous, on était vraiment satisfaits de ce qu'on a livré. Thetford, comment ça s'appelle le centre là-bas? C'est le Parc du Sommet. Le Parc du Sommet. Oui. OK, à Thetford. Fait qu'on a fait ça. C'est un projet qu'on a fait à l'automne, qu'on a finalisé au printemps. Mhm. Fait que ça, c'était super intéressant. Après ça, on est allé aussi à Notre-Dame-du-Portage, donner un coup de main à l'équipe là-bas pour créer une belle ligne de saut. Bas-Saint-Laurent. Exactement, proche de Rimouski, Rivière-du-Loup, Rimouski. Rivière-du-Loup. Ouais, entre les- ouais, Dans ce coin-là. Oui. Puis il y en a d'autres aussi dans le collimateur. Fait que ça, pour ce qui est du futur, c'est un axe qui nous intéresse. Mhm. Puis sinon, c'est de juste continuer à partager la magnifique forêt ici à Potton, au Wolf Bike Park, avec le plus de gens possible, que ce soit en session libre, que ce soit en coaching. On est vraiment content de passer du temps ici, puis de partager cet endroit-là. Il y a quelque chose de spécial, comme tu dis, c'est pas énorme. Non. Sauf que il y a du fun à se faire en masse. C'est super, puis c'est bien aménagé, là. Vous avez récemment, justement, cette année, ajouté, là, un espace pique-nique en bas avec le gros gazebo, le barbecue, puis, tu sais, c'est très convivial comme espace. Puis, comme des journées ensoleillées comme aujourd'hui, là, on s'entend que dans le champ, avec les jumps, il fait chaud, mais à l'ombre ici, là, dans la forêt, on est bien. Puis, avec cet espace-là, là, c'est pas mal agréable. Fait que les gens, là, je les invite, là, vous viendrez avec vos amis, là, réservez en gang la fin de semaine. Là, puis je pense que même vous avez de temps en temps, pendant l'été, des sessions coachées, je pense, comment vous appelez ça, des sessions ouvertes, mais avec des moniteurs qui sont là pour guider. Ouais, ça, c'est un service, justement, tu peux faire peut-être référence aux sessions de progression, finalement, c'est comme une espèce d'hybride coaching, session libre qu'on a comme abandonné, sauf que les samedis matins, on a des cours de groupe, tout le temps. Okay. Tous les samedis matins. Fait que on a des formules air, flow, virage, gap, style. OK. Fait cool. que tu décris sur le site web, qu'est-ce qui s'adresse à qui. Oui. Puis là, on peut s'inscrire à la pièce. Après ça, sur semaine, possibilité d'avoir du coaching avec Level Up MTB. Fait que Level Up, on est une école un peu partout au Québec, puis les gens peuvent réserver dans leur coin de pays un peu partout, mais au Wolf Bike Park aussi. Et là, c'est une personne pour un privé ou jusqu'à 6 pour ton petit groupe. Fait que là, le parc, c'est la sainte paix. Il y a personne dans le parc, ou presque. T'as le cours. Fait que c'est le choix pour avoir de l'enseignement. Puis après ça, on a aussi la possibilité, les gens réservent des groupes VIP dans le fond. Fait que tu peux réserver le parc au complet pour ta gang. Comme là, samedi passé, on avait un groupe de 30. Fait que dimanche passé, c'était fermé pour les sessions libres. D'où l'importance de regarder avant de venir. C'est ouvert. Parce que les autres, ils ont booké ça à 30. Il y avait 5 coachs. Wow. Toute la journée. Le parc fermé juste pour eux. En fait, ouvert pour eux, fermé pour les autres. Et le matin, on avait du coaching. Tout le temps, ça, la formule VIP. Fait que 3 heures de cours le matin. Après ça, c'est les groupes sur mesure selon les gens qui sont sur place, selon votre gang. Puis l'après-midi, là, c'est un peu l'espèce de formule que tu nous parlais. Les gens sont en session libre, ils font ce qu'ils veulent, mais tous les coachs sont répartis dans le parc, puis ils peuvent revenir sur des notions que les clients aimeraient approfondir, ou encore aider à guider. Là, OK, j'ai fait telle piste, j'ai fait tel module, ce serait quoi mon prochain défi? Effectivement. Hey, j'aimerais ça faire cette pro line-là, c'est quoi la vitesse, etc. T'as le support de l'équipe sur place. Puis à la fin, les gens finissent ça avec un petit rafraîchissement en dessous du gazebo. Puis c'est la belle vie. Fait que ça, rassemblez-vous puis venez nous voir là-dessus. C'est vraiment une formule de fun. Effectivement. Fait qu'on invite les gens. Et puis, au niveau de Level Up, là, bon, tu l'as mentionné, vous êtes pas mal partout au Québec. Là, vous êtes rendu avec combien de coachs? On a 18 coachs en ce moment. 18 coachs? Ouais, on a OK. Fait que principalement répartis dans quelle région? Estrie, Laurentides, Québec, Saguenay, Gaspésie. OK. Fait que là, la même chose, si les gens veulent prendre des cours avec Level Up MTB, on se rend sur le site de Level Up MTB. Exact. Et puis, on peut se renseigner parce que là, vous pouvez choisir vos coachs. On choisit le coach, on choisit le lieu. Puis, tu sais, la qualité des coachs, c'est vraiment
la priorité de l'école parce que, veux pas, moi, j'ai bâti ça en étant sur le terrain avec les gens. Que la priorité pour Level Up, c'est vraiment la qualité des coachs puis aussi leur millage sur le terrain. Parce en ayant constaté, moi, ma progression comme enseignant, en ayant vu des gens, c'est le fun d'avoir l'accréditation, d'avoir fait le cours, mais après ça, c'est la formation continue puis c'est le temps passé en tant que professionnel sur le terrain qui crée vraiment la qualité du coach. Fait qu'on rassemble des gens qui se consacrent à la professionnalisation du plein air, que ce soit en vélo de montagne ou ailleurs. Fait qu'on a des guides de montagne, des guides de ski hors piste, des formateurs de coachs de snow, etc., des enseignants. Fait qu'on va chercher des gens avec des expériences connexes qui sont impliqués dans le plein air plus que sporadiquement. Okay. Puis là, avec le millage puis la formation continue, ben là, on s'assure d'avoir une qualité de service exceptionnelle. Puis ça passe vraiment par les coachs, parce qu'en bout de ligne, nous, on est une plateforme, on est une idée, on rassemble les gens, on a de la formation, mais le service, ça se passe face à face sur la trail, tu sais. Fait que nous, on s'est assuré de rassembler les personnes qui vont faire vivre la meilleure expérience sur le terrain. Fait qu'hésitez pas à faire appel à nous pour ça. On adore vous aider à progresser. Hey, c'est super. Écoute, Simon, je te remercie beaucoup. Un dernier mot pour la fin? Ben, ceux qui ont écouté, merci bien d'avoir écouté. N'hésitez pas à venir nous écrire, à venir nous parler. Allez voir notre chaîne YouTube, on a plein de vidéos. Vous allez aussi apprendre à connaître l'équipe par rapport à ça. Oui, c'est vrai, hein, rapidement, on a passé un peu vite sur les vidéos, mais il y a du super de beau contenu là-dessus. Puis moi, comme je l'ai mentionné, là, j'adore la signature des vidéos que tu fais, Simon, le petit côté vintage, là, jeux vidéo, années 80, là, je trouve ça super cool, avec la petite musique, là, c'est le fun. Il y a un petit côté humoristique aussi là-dedans, là, fait que oui, on invite les gens à aller voir ça. Vous allez apprendre des techniques, pouvoir vérifier si vous faites bien les choses. Et puis, si vous pensez que vous l'avez pas, ben là, contactez l'équipe ici, puis venez prendre un cours, une petite session, là, c'est toujours agréable. Ben, on peut toujours s'améliorer, puis c'est tellement le fun aussi d'apprendre à s'analyser. Puis notre but, nous, c'est d'outiller le monde. Parce que c'est une chose de dire que voici comment le faire, puis voici quel mouvement faire, mais on a développé avec le temps, puis c'est surtout là que je me dirige aussi, c'est de voir comment te donner les ingrédients, toi, comme rider, pour t'auto-valider. Puis t'auto-coacher par la suite pour que finalement tu te viennes pas finalement c'était quoi l'élément, puis que ça colle, tu vois ce que je veux dire, que ça colle, puis que ça fasse un sens global, puis que tu as une compréhension de ce qui se passe réel. Puis là c'est avec ça que tu vas vraiment t'améliorer, puis tu vas t'améliorer sur le long terme. Fait qu'en tout cas, je pourrais en parler longtemps là du coaching puis de l'approche qu'on a, mais bref, ça a été un plaisir de partager ça avec toi, Steve. Merci pour ton intérêt. Ben merci beaucoup. Ton écoute, puis bonne continuité avec les podcasts. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Ben merci. Yeah. À la prochaine. Bye. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast, et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!